cadre de la COP 21 de prévoir cette semaine, pour essayer d'ouvrir un petit peu nos expériences au reste du monde et savoir comment, malheureusement, comment on peut faire pour essayer de développer l'énergie tout en respectant les objectifs qu'on s'est fixés au niveau international. Donc je me présente rapidement. Moi j'ai été vice-président de Marseille-Provence Métropole, délégué en charge de la mise en place du plan climat. C'est sur cette thématique que j'aimerais débattre, puisque c'est quand même un retour d'expérience assez intéressant pour savoir justement comment faire sur nos territoires pour répondre aux objectifs qu'on s'est déjà fixés depuis plusieurs années, puisque depuis Kyoto, pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc je suis arrivé en 2008, donc derrière en 2009 nous avons délibéré pour mettre en place un plan climat. Alors qu'est-ce que c'est qu'un plan climat d'abord, avant tout? Donc on doit appeler ça un plan climat territorial. Donc il proposait de quatre grandes parties. Une première partie qui fait un état des lieux du territoire en termes d'énergie. Donc où sont les grands consommateurs d'énergie sur notre territoire. Deuxième partie, ça nous permet d'avoir quelque part une base de départ et de savoir d'où on part et comment on peut essayer de réduire et surtout du coup de suivre ces réductions, puisque l'intérêt quand même c'est d'arriver à répondre aux exigences qu'on s'est fixées au niveau international. Donc ça c'est le premier volet. Le deuxième volet c'est ce qui était important dans un plan climat que j'ai souhaité, c'est aussi de comment faire pour associer en fait l'ensemble du territoire à ces thématiques-là. Donc première chose, c'est une grande c'est essayer de mettre en place les outils permettant de sensibiliser la population, mais surtout de faire participer cette population au travers d'ateliers qui ont permis d'associer quand même plus de 400 personnes sur 2 mois. Donc ça c'était vraiment une partie importante. La troisième partie, forcément, c'est à partir de ces ateliers sortir un livre blanc qui permettent de recenser en fait l'ensemble des actions que voyaient les citoyens, que souhaitaient les citoyens au niveau de notre territoire. Ça c'est ce qu'on appelait le livre blanc, avec plus de 400 opérations recensées. Et derrière, le dernier volet, c'est le volet plutôt politique et contractuel, qui est en fait le plan climat proprement dit de l'MPM, qui recense lui 112 opérations à effectuer sur ce territoire, budgété, d'accord, pour arriver à remplir nos obligations. Alors bon, je rappellerai juste les dernières obligations, puisqu'on est à la veille de la COP 21, COP 21 qui est quand même un sommet très important dans le sens où c'est une continuation de ce qui a été mis en place au niveau, je le disais tout à l'heure, au niveau international, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie volonté d'associer le maximum de pays. Alors forcément, on risque d'avoir le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir des objectifs qui vont être en dessous de ce qu'on espérait nous en tant que déjà population sensibilisée sur cette thématique. Mais il faut bien comprendre que aujourd'hui il y a le côté positif, c'est-à-dire que voilà, ce matin le Brésil a présenté son plan. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est finalement l'adhésion de tous les pays, en sachant que derrière, bon, parce que moi je suis un optimiste, mais en sachant que derrière, il est prévu déjà dans ce sommet de pouvoir réviser dans 5 ans et donc d'espérer d'ici 5 ans d'augmenter les objectifs qu'on s'est fixés. Moi je pense que bon voilà, ça c'était le côté international. Moi je rappellerai simplement que sur notre territoire, nous on s'est engagé quand même au niveau de l'Europe, d'accord, donc de diminuer d'ici 2020, c'est demain, maintenant c'est déjà vieux, et pour 2020, d'accord, de passer de diminuer nos consommations d'énergie de 20%, de diminuer de 20% de nos émissions de gaz à effet de serre, et d'augmenter de 22%, et la part d'énergie consommée, de passer de 22% d'énergie renouvelable. Bon, on voit bien qu'aujourd'hui, malheureusement, donc c'est 4 ans après cet accord au niveau européen, on voit bien qu'on est loin des objectifs. Alors, loin des objectifs, pourquoi? C'est pas parce que l'État, il y a les États, et d'où l'importance quand même des collectivités territoriales de s'engager, elles aussi, au niveau de ces objectifs.
d'où l'intérêt des plans climat territoriaux qui permettent en fait pour chaque territoire de pouvoir s'engager elle aussi sur la possibilité de sur la volonté de réaliser ses objectifs. En sachant qu'aujourd'hui, en marge de la COP21, qui est aujourd'hui essentiellement portée par l'État français, mais par les États, d'accord, en parallèle, quand même, il y a une grande sensibilisation et un gros portage de tout ce qu'on appelle les territoires, donc que ce soit les villes, que ce soit les communautés urbaines, que ce soit, voilà, mais au niveau du monde. Et ça, c'est assez important parce que c'est assez nouveau, et ce qui a quand même permis aussi de mettre la pression, quand on le veut ou non, sur les États pour qu'ils s'engagent. C'est-à-dire qu'on le fait à l'inverse, c'est-à-dire qu'on repart sur du local pour revenir sur du global, alors que là, la part du temps, on part toujours du global pour dire revenir sur le local. Alors, d'où l'importance de ces démarches au niveau territorial. Donc moi je vais juste répéter rapidement pour le plan climat de MPM. D'abord le territoire c'est quand même 9 millions d'émissions de tonnes d'équivalent CO2 par an. Il faut savoir que ces 9 millions peuvent être doublés si on intègre la région de Fos, c'est-à-dire que quelque part, ce qui nous revient, notre part industrielle, on va dire pour aller vite, d'accord. D'où l'importance, je reviens juste là-dessus pour dire que ce bilan, parce que c'est la première étape du plan climat, ce bilan montre que notre territoire, d'accord, métropolitain, de MPM, de Marseille-Provence Métropole, ne correspond pas à notre territoire métropolitain, d'où l'importance d'effectuer cette mutation de ce territoire en une vraie métropole, intégrant le bassin ouest avec le côté industriel, mais aussi en intégrant Aix et Aubagne, qui sont des grands bassins de vie, tout en ayant profité en fait indirectement, mais de Marseille en tant que ville-centre. Donc même sur ce plan, même sur cette thématique, on voit bien que l'obligation de faire cette métropole. Voilà, alors ça c'était le premier volet, c'est le bilan, donc on voit bien qu'on est à peu près au niveau de l'île métropole, on est en termes d'émissions, on est beaucoup plus haut que Lyon, par contre, que le Grand Lyon, pour à peu près le même nombre de population. Donc on voit bien qu'on a des efforts à faire qui sont assez forts. On sait en plus par ailleurs, et vous savez tous, on vient de voir encore, puisqu'il y a eu encore un reportage là-dessus, et on est une des villes les plus polluées de France et d'Europe, en tout cas la plus polluée de France, et que souvent, quand même, on peut dire que c'est quand même lié pollution et émissions de gaz à effet de serre, même s'il faut bien dire que l'émission de gaz à effet de serre n'est pas un polluant, voilà, il faut faire bien attention, mais souvent c'est lié, les deux sont liés. Donc à partir de ce bilan, on est allé un peu plus profond de savoir quels sont les grands consommateurs. Donc en fait, on va faire vite, on va aller un petit peu vite, mais grosso modo, c'est un tiers, c'est les déplacements avec les transports de marchandises et les déplacements personnels. Ça c'est un tiers. Le deuxième tiers, c'est tout ce qui est en fait chauffage, climatisation de notre habitat du tertiaire. Et le troisième, c'est le 32%, c'est l'industrie. Donc en sachant que la compétence sur les 30% de l'industrie ne reviennent pas au territoire, mais reviennent bien de la réglementation, et là pour le coup nationale, mais voire surtout européenne. Et il faut savoir que sur cette partie-là, sur les 20 dernières années, c'est là où il y a eu le plus d'efforts. Alors c'est drôle de ma part de défendre le côté industriel, alors que la plupart du temps on est en train plutôt de dire que c'est des pollueurs, d'accord. Mais dans ce cadre-là, il faut reconnaître que, mais sûrement pour un gain de productivité et sûrement pour un gain financier, mais n'empêche que sur cette partie, c'est là où il y a eu le plus grand effort, d'accord, qui a été effectué. Donc sur les deux autres, donc le logement, on va dire, pour aller vite, et les transports, là pour le coup, les compétences locales sont importantes. Alors, on va les diviser en plusieurs parties, puisqu'il y en a où c'est la compétence propre de la collectivité, donc ça c'est comment rendre une collectivité exemplaire dans ses émissions de gaz à effet de serre, c'est quels sont les outils que je mets en place pour que mon bâti consomme moins, pour que mes outils de transport consomment moins, comment je fais pour au niveau de la collectivité, de rendre la collectivité, je l'ai dit tout à l'heure, mais exemplaire. Ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est comment je fais, quelles sont les actions qu'il faut que je mette en place, d'accord, sur mon territoire pour favoriser, d'accord, la diminution des émissions de gaz à effet de serre,
mais aussi la diminution de l'énergie, de la consommation d'énergie, et troisième option, les énergies renouvelables. Alors sur les deux premiers, on voit bien qu'on a les compétences qui sont possibles, puisque je rappellerai les compétences du territoire, hein, ne serait-ce que sur l'énergie, puisque indirecte, puisqu'on est responsable des transports, on est responsable du traitement des déchets, on est responsable de la traitement et distribution de l'eau, donc ce n'est pas rien, c'est quand même des gros consommateurs d'énergie, d'accord. Et aujourd'hui, c'est de voir comment la collectivité peut répondre, d'accord, à une attente de la population et en même temps associer la population à faire en sorte de diminuer ces émissions. Donc, d'un côté, la collectivité exemplaire. Donc, ces actions ont été votées en 2012. Bon, on a 2 ans de recul. Bon, on voit bien que la volonté politique propre, de ces collectivités est plus qu'importante. Elle est moteur, d'accord, de savoir comment on peut rendre la collectivité. Or, aujourd'hui, on peut le dire, aujourd'hui, malheureusement, certaines actions, d'accord, qui ont été votées, qui ont été mises dans un plan d'action, ne sont pas mises en pratique. Alors, elles ne sont pas mises en pratique, pourquoi? Alors souvent, on va répondre par du budget. Voilà, c'est exactement toujours la même réponse, alors qu'il y a énormément d'actions qui aujourd'hui ne sont pas coûteuses et qui pourraient être mises en place. Alors j'en donnerai quelques-unes, mais qui sont plutôt symboliques, mais qui sont importantes dans le principe de l'exemplarité. Donc, quand j'étais vice-président, une des actions qui a été mise en place, c'est justement de revoir quand même la vision de l'utilisation du parc voiture de la collectivité, qui est assez énorme. Je crois que c'était à peu près 800 véhicules. Donc ce n'est pas rien, voilà, comment on peut revoir la notion de transport au sein de la collectivité. Donc pour ça, plusieurs axes. Dans le premier axe qui a été mis en place, c'est d'utiliser ce qui existe sur notre territoire, qui s'appelle autopartage, qui permet en fait d'avoir des véhicules partagés avec l'ensemble de la population, au même titre que pour le professionnellement. Donc cette adhésion à autopartage a fait 2 choses. A fait donc finalement quelque part faire une économie à la collectivité de non-investissement de véhicules, puisque étant donné qu'on utilisait des véhicules qui n'étaient pas à la collectivité, d'accord. Et la deuxième chose, c'est bon, le partage du véhicule, ça c'est-à-dire qu'on a changé quand même la mentalité pour certains qui ont joué le jeu, c'est toujours pareil, hein, puisque c'est quand même un argument aussi de fonction, hein, c'est-à-dire je vous donne un véhicule de fonction, vous avez le statut, voilà. Donc là non, il y en a qui ont joué le jeu, qui ont préféré ne plus avoir de voiture de fonction, mais du coup de voiture de service, on va dire, excusez-moi, mais plutôt de faire autopartage. Et ce qu'on a vu derrière, c'est que ces personnes qui sont mis à autopartage, dans le cas d'une action professionnelle, on a vu le changement de pratique, c'est-à-dire que la personne, d'accord, a utilisé l'autopartage pour son côté personnel. C'est-à-dire que quelque part, on a diminué, d'accord, l'utilisation et l'obligation d'avoir une voiture, même pour ces personnes-là. C'est-à-dire double. C'est-à-dire d'un côté, je rends la collectivité exemplaire, de l'autre côté, j'arrive à agir au niveau du citoyen. Voilà, donc ça c'était des actions, pareil, on a fait un énorme bilan, parce qu'il faut savoir que quand je suis arrivé à Marseille, immense métropole, on était incapable, d'accord, de lister les biens mobiliers de la collectivité. Voilà, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas ce qu'on avait comme bâti, pour aller vite. Donc première chose, c'était de recenser tout ce bâti et surtout de faire un bilan de tous ces bâtis, d'accord, en termes énergétiques. Alors, derrière, c'est sûr qu'il y a forcément, pour le coup, un investissement à faire. Mais toujours pareil, c'est-à-dire que comme on doit exemplaire, il y a un retour sur l'investissement, à part que le retour d'investissement, il n'est pas sur 2 ans, mais il va être sur 10, sur 20 ans, d'accord, en termes de diminution des notes d'énergie qui permettent, en fait, quelque part, de compenser tous les travaux qu'il y a à faire. Donc ça, c'était le côté exemplaire. Alors maintenant, comment on fait au niveau de nos concitoyens pour essayer d'agir? Alexandre. Donc, comment on peut faire au niveau de nos concitoyens? Donc là, j'avais dit, hein, des grandes compétences de la collectivité qui sont donc le traitement des déchets, mais aussi le traitement de l'eau et les transports. Or, on sait que les transports sur notre territoire est quand même quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment, dans le sens où malheureusement beaucoup
de gens restent encore à l'utilisation de la voiture, mais souvent parce que lié au fait que la réponse en transport en commun ne répond pas aux besoins. Je reviens donc là sur la métropole pour le coup, parce que c'est exactement une des raisons de l'obligation de faire une métropole, c'est déjà le point de la mobilité sur notre territoire. Donc ça, là-dessus, MPN quand même, est un gros acteur via donc son réseau qui est RTM essentiellement, mais pour lequel il y a un partenariat à effectuer avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour ce qui est des TER, en sachant que le TER sur notre territoire, quand même, il y a beaucoup de gares pour permettre de desservir quand même un certain nombre de territoires. Donc l'association des transports RTM plus le TER peut apporter une réponse quand même plutôt positive en termes de mobilité. Seulement, voilà, attendez, le problème c'est que toujours ces collectivités, quels sont les freins? C'est-à-dire que ça c'est une volonté, je peux le dire puisque j'ai travaillé avec Jean-Yves Petit qui est en charge et délégué au transport, c'est de trouver la possibilité de faire travailler les collectivités ensemble. Tout encore, je répète encore, mais la métropole, je pense, apportera, j'espère, en tout cas ce maillon qui permet de faire travailler les territoires ensemble. Donc on voit bien que le local, derrière, on se retrouve forcément avec le blocage qui peut se passer entre les différents acteurs. Donc sur le transport, ça c'est le premier transport en commun, mais aussi c'est aujourd'hui ces données. Donc j'ai parlé d'autopartage pour donner le côté voiture, mais c'est surtout aussi développer les modes doux. Il faut savoir que 40% des déplacements sur notre territoire en voiture font moins de 2 km. Donc ça donne l'idée quand même de donner les moyens, quelle est la possibilité, quelle est la possibilité au niveau de la non-utilisation de la voiture, donc la non-émission des gaz à effet de serre qu'on peut avoir sur ce territoire. Alors pour arriver à ça, comment faire? Donc nous, alors, sur le plan climat, pareil. Donc c'est comment on développe, d'accord, les mobilités alternatives. Donc première mobilité alternative qu'on peut développer, c'est quand même, aujourd'hui, c'est quand même le piéton, avant tout. Aujourd'hui, c'est redonner l'espace permettant aux piétons de se déplacer. Alors, parce que bon, je ne sais pas, mais vous le voyez bien, sur Marseille, c'est compliqué quand même de se déplacer à pied sans être embêté par les voitures sur le trottoir et tout ce que vous voulez. D'accord? Alors, et on voit bien les réussites aussi de la piétonisation. Je ne veux pas dire, mais sur le Vieux-Port, comme vous le voyez ou non, c'est une sacrée réussite en termes de réappropriation de l'espace public aux piétons et non plus à la voiture. Donc le premier axe, c'est bon, donc le premier axe, c'est de redonner, de reprendre en compte en fait le piéton. Or, ça compliqué puisque il y a un vrai lobbying, qu'on le veuille ou non, du tout voiture. Donc chaque fois qu'on doit faire de l'espace public, c'est chaque fois au profit de la voiture. C'est-à-dire que la marge de manœuvre, elle est systématiquement au détriment soit des transports en commun, soit du piéton, soit du cycliste. C'est-à-dire qu'elle a un des trois, d'accord, qui va être sacrifié pour la voiture. Et ça, cette volonté, cette réalité, elle existe toujours. Et on n'a que le voir. Alors, on va voir peut-être que là, il y a un projet avec le rond-point du Prado, peut-être qu'on va voir peut-être qu'il y a un effort. Mais sinon, quand même, sur notre territoire, en tout cas, on voit bien que la voiture quand même est privilégiée. On voit bien que avant tout, on fait des tunnels qui sont déjà bouchés avant même qui répondent aux problèmes d'engorgement de la circulation, ou qui ne sont pas du tout utilisés, comme le dernier tunnel qu'on voit qui va du Prado jusqu'à l'autoroute, où voilà, tout est fait pour favoriser quand même la voiture. Donc, sur le plan climat, quand même, il y avait la volonté quand même de changer cette vision, d'accord, du tout voiture, en mettant en place finalement donc, un schéma directeur des modes doux. Donc ça permettait d'avoir des cheminements à vélo sur cette ville, contrairement à ce qu'on pensait, cette ville elle est cyclable. Voilà, je dirais, on le voit. Il y a de plus en plus de gens qui roulent à vélo. Jusqu'à maintenant, on pensait que c'était impossible, que ça ne pourrait pas fonctionner. On voit bien que c'est le contraire. Donc toujours avec pourquoi? Parce que Marseille, il y a beaucoup de pentes, oui, il y a une butte qui s'appelle la Plaine. Après, on a les quartiers nord, mais après tout le reste, quand même, c'est assez plat. Quand vous êtes assez malin, vous évitez de vous prendre des grosses côtes et de trouver les moyens pour se rendre même à la plaine. Donc le schéma directeur des modes, c'était une volonté de mettre en fait les cheminements cyclistes au sein de cette ville.
Donc, alors quelques opérations qui ont fonctionné, c'est-à-dire par exemple tout le quartier de l'Opéra maintenant est à double sens, quelque chose qui était inimaginable en 2012. D'accord? Comment on peut concevoir que les vélos roulent à contresens des voitures? C'est ça qu'on a mis en place autour de l'Opéra. Donc tout ça, toujours pareil. Pourquoi? Parce que blocage en fait, de l'ensemble de la société, disant que c'est pas possible parce que c'est dangereux. Donc sur le principe de la dangerosité, on rend finalement les alternatives non possibles. Par exemple, on dit, ah ben non, le vélo c'est trop dangereux, donc interdisons le vélo. Parce que ça, en gros, je veux dire, ça va vite. Donc, alors que non, au contraire, c'est parce qu'il y a du vélo que la violence routière deviendra moindre. Voilà, donc aujourd'hui c'est développé, donc je vous dis là sur le quartier de l'Opéra c'était développé, mais c'était assez simple parce que c'est assez restreint et assez petit, donc ça a fonctionné. Par contre on voit bien qu'on a toujours les mêmes soucis en termes de bonnes de vraies pistes cyclables qui permettent de relier en fait les points névralgiques de la ville. Et ça ce n'est pas fait et il y a vraiment un gros travail à faire. Pareil pour ceux qui font du vélo mais qui ont des longues distances à faire, parce qu'à Marseille c'est quand même assez important quand même les distances à faire. J'ai mis en place justement une prime pour l'achat de vélos électriques qui permettait de développer en fait un mode un peu alternatif qui permettait de rendre le vélo encore plus agréable et moins sportif. Et puisque moi je l'utilise depuis 7 ans, et c'est vrai que c'est un outil de déplacement qui est très adapté en fait au monde du travail, puisqu'on arrive au travail, on n'est pas obligé de prendre la douche pour les... voilà. Donc c'est le côté pratique. Voilà, donc ça c'est des petits axes qui permettent en fait